Bon, écoutez, bonjour à tous. On est ravis de vous présenter le syndicat mixte Lot-et-Garonne numérique. Donc, je remercie aussi des partenaires qui sont venus et qui vous présenteront différentes choses. Donc, Fabien Moguen de la société Hexadone et Olivier Charbonnieras de la société Action qui s'est déplacé aujourd'hui pour vous amener, pour vous montrer aussi des petits capteurs. Donc, le syndicat mixte Lot-et-Garonne numérique a été créé en 2014 à l'initiative du département avec un grand D pour effectivement déployer la fibre dans un territoire rural. Pourquoi? Parce que grosso modo, les acteurs privés voulaient pas y aller. Voulaient aller uniquement dans les villes et donc ils ont allié leurs forces. On est un syndicat mixte ouvert. Donc tous les EPCI, TE47 et puis la région Nouvelle-Aquitaine a investi 80 millions d'euros quand même pour créer donc le réseau public de fibre. C'est à peu près 45 000 prises sur un total de 220 000 prises sur le territoire. Voilà, donc c'est une activité, c'est quasiment déployé, ça a été un long chantier. Au niveau fibre sur le département, on est à peu près à 97,5%. Il y a encore des problématiques. On est là pour être facilitateur pour le raccordement de tout le monde. Donc vous avez, n'oubliez pas, un petit 0800. N'hésitez pas à nous appeler. On a des conseillers numériques pour vous conseiller sur le raccordement. Voilà, donc c'est maintenant que l'infrastructure est en place, eh bien, on se concentre sur les usages numériques pour aider, on est un syndicat, pour mutualiser et aider dans tous ces changements et toutes ces transitions numériques qui ont lieu actuellement. Et notre objectif est donc d'expérimenter et de déployer dans différents secteurs. Le premier, je vais vous en parler, donc c'est l'IA. Voilà, on lance une expérimentation, elle est lancée jusqu'à fin décembre. L'open data qui est fondamental puisqu'on ne fait pas d'IA sans data forcément. Et puis l'IoT aussi, ça sera le deuxième gros sujet de la conférence. Et puis enfin la cybersécurité puisque vous savez que la directive NIS 2 vient à l'instant, c'était hier ou avant-hier, d'être transposée et adoptée à l'unanimité. Voilà, donc il va falloir aider les communes. C'est vraiment notre raison d'être, mutualiser pour aider les collectivités et travailler ensemble. Voilà, donc là, je fais un top. L'IA, l'IA, vous savez qu'elle est partout. Si je vous demande dans la salle de lever la main qui utilise l'IA générative, je vais peut-être avoir la moitié de la salle. Mais si je rajoute lever la main ceux qui utilisent Facebook, ceux qui ont vu le papa Moumout ou qui ont lu quelques-uns de mes mails, ou en fait, au final, on est tous confrontés à l'IA. Pourquoi? Parce que l'IA est arrivée en masse. Donc l'IA existe, pour votre information, depuis très longtemps. L'IA existe depuis 1956, donc c'est pas voilà. Mais l'IA générative, avec l'avènement de ChatGPT en 2022, a lancé le boom de l'IA et la course à l'IA que vous entendez tous parler. Effectivement, on compare ça vraiment à une révolution, au même titre que la révolution industrielle a fait quoi? A augmenté nos forces musculaires, etc. Eh bien là, l'IA va augmenter la pensée humaine. Voilà. Donc l'IA, il n'y a pas forcément de définition. C'est pas une IA, d'ailleurs, c'est des IA. C'est des outils qui permettent à des machines d'avoir le même comportement cognitif que des humains. C'est-à-dire les raisonnements, la créativité, etc., etc. Alors, oui, l'IA, la problématique, c'est que quand on ne connaît pas, on a peur. Mais pourtant, elle est partout. Il faut s'en approprier parce que ça permet de gagner énormément de temps et surtout dans les collectivités. C'est vrai que je pense notamment aux secrétaires de mairie. C'est des véritables couteaux suisses. Vous pouvez générer des textes, vous pouvez automatiser des mails. Là, je vais parler que de l'IA générative. On vous parlera après de l'IA prédictive ou d'autres IA. Vous pouvez enregistrer des réunions, faire des comptes rendus de réunions automatiquement. Vous pouvez faire des discours. C'est absolument génial, mais forcément derrière, il faut forcément avoir un avis critique et contrôler la donnée. C'est bien ça le problème. Et c'est de là aussi que viennent les craintes, effectivement, avec la chance qu'on a d'être quand même en Europe et avoir des réglementations comme l'IA Act,
pour votre information, qui est applicable. Hein, c'est le premier règlement au monde quand même qui réglemente l'IA. Comme effectivement le RGPD dont on vous a parlé ce matin. On est pionnier aussi en RGPD puisque c'est la loi de 2016, je crois, pour une république numérique. La France a été moteur là-dedans. Donc l'IA offre énormément de bénéfices. Franchement, quand on a essayé, on ne peut plus s'en passer. Voilà. Mais pour ça, il faut le cadrer. Et effectivement, tout le monde l'emploie, les jeunes l'emploient. Attention, parce que les nouveaux employés qui arrivent dans vos structures, ils l'utilisent. Moi, mes enfants, ils tapent plus. Pourtant, je peste un peu. Ils tapent plus sur Google. Ils tapent sur ChatGPT. Et ils balancent leurs données à la volée, comme ça. Et puis, ben, vos employés aussi. Parce que moi, ça fait 3 ans que j'utilise l'IA, 3-4 ans. Et effectivement, qu'est-ce que je faisais au début? Ben, je balançais les données sur ChatGPT. La problématique, effectivement, c'est que les modèles sont entraînés avec les données que vous allez y mettre. Et donc, forcément, quand c'est des données sur le chien du voisin, il n'y a aucun problème. Mais par contre, au niveau des collectivités, vous manipulez des données sensibles. Donc, quand c'est des données liées au RSA, à la situation familiale des gens, etc., eh bien là, il va falloir faire très attention. Donc, pour ça, on a quand même un cadre européen, un cadre français aussi. Et on a notamment le rapport du Sénat qui est sorti en mars 2025 avec différents axes qui va nous guider sur différents axes. Le premier axe, c'est l'acculturation. Vraiment, il faut acculturer les gens, acculturer les élus, acculturer les agents et surtout insister sur le fait que l'IA, ça va changer nos métiers et que c'est fondamentalement un problème de gouvernance. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, l'acculturation. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir introduire une stratégie d'ingénierie d'IA sur le territoire, au sein des collectivités, intercollectivités et puis au niveau national. Et puis ensuite, il va falloir promouvoir des solutions d'IA éthiques, forcément, et responsables. Voilà. Alors nous, on a commencé à expérimenter sur le premier axe. On a lancé une expérimentation qui a commencé avec les journées de l'IA. On est content parce qu'on a fait venir des experts. On a formé à peu près 100 personnes, agents et élus sur le territoire. Donc ça a très bien marché. Effectivement, c'est vraiment des questions actuelles. Donc, et on a conclu des partenariats avec 2 sociétés d'IA générative. Donc Morpheus, donc vraiment qui sont éthiques et responsables. Morpheus, c'est une start-up lot-et-garonnaise, pour votre information. Ils ont commencé à 2, ils sont 10 maintenant. Et puis Delibia, donc là c'est un acteur vraiment national qui va vous simplifier la vie au niveau acte de délibération. Il commence à aller sur le juridique, donc c'est vraiment pas mal. Alors là, l'expérimentation, elle a commencé avant les vacances. On offre gratuitement, voilà, je dis bien gratuitement parce que ça vaut cher les solutions d'IA. ChatGPT, c'est gratuit, mais le modèle économique ne fonctionne absolument pas. Il est gratuit, pourquoi? Parce qu'ils se servent de vos données pour entraîner justement leur algorithme, forcément. Mais ça vaut très cher, une solution d'IA. Donc nous, gratuitement, donc n'hésitez pas à contacter le syndicat. Je vous ai mis des flyers sous les chaises. Si vous voulez, alors, la solution Morpheus, c'était réservé. On a 250 comptes à distribuer. Il nous en reste quelques-uns pour les petites communes qui le souhaitent, avec un plan de formation derrière et des webinaires. Voilà, donc vous avez toutes les infos sur notre site. La solution Delibia, ça va un peu plus cher. On l'a réservé à nos membres, qui sont tous les EPCI, le département et les agglomérations. Mais néanmoins, c'est gratuit pour les communes de moins de 3500 habitants. Si bien qu'on peut les inclure dans le plan de formation qu'on a contractualisé avec Delibia. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous voulez, appelez le syndicat, vous appelez au 0800 et on vous redirigera. Voilà. Donc ça, c'était pour l'IA. Et la semaine dernière, on a été reconnu ambassadeur de l'IA dans le plan national Oser l'IA par Madame Clara Chapaz, qui peut-être ne sera plus ministre déléguée dans 3 jours, mais néanmoins, voilà. Donc ça, vraiment, ça reconnaît nos activités et ça va nous permettre de nous positionner comme acteurs pour pouvoir justement fédérer et mettre en place ces comités territoriaux, on espère, de l'IA.
qui va regrouper les collectivités, entre collectivités, des acteurs publics, des acteurs privés, parce qu'en fait, il y a tout à construire. Donc, en fait, l'idée, c'est c'est d'échanger, de faire qu'est-ce que tu fais toi, comment ça te simplifie la vie, de mettre les gens autour d'une table et de voir comment ça évolue. Voilà, donc on est très content d'avoir été reconnu aux ELIA. Je vais rapidement quand même, on n'a que 30 minutes. Hein. Mais il n'y a pas d'IA sans data. Voilà. Et donc, il faut absolument s'emparer de l'open data. L'open data, ça a été une contrainte pour les communes depuis 2016. C'est toujours pareil, la loi numérique, là, ça vous a imposé, ça l'a généralisé, l'open data, ça vous l'a imposé. Mais forcément, publier des données en XML pour les petites communes, bon, c'est déjà compliqué, les gens sont déjà débordés. Voilà. Mais pourtant, tous les algorithmes, tous les jeunes qui arrivent, l'INET, l'ENA, de la territoriale, etc., eux, ils vont faire des décisions, des lois, etc., en se basant sur la donnée. Si vous ne remontez pas la donnée des territoires, votre parole, elle va pas être entendue. Les décisions, maintenant, elles vont être faites à partir de la donnée. Donc, l'open data, on veut se positionner, on voudrait vous aider à publier vos données publiques et surtout, on voudrait développer une plateforme territoriale d'open data où on va essayer de remonter tout l'open data national. Et pour ceux qui le souhaitent, vous créez des espaces privés où vous allez pouvoir allier l'open data national et l'open data local pour pouvoir vous créer des tableaux de bord et puis pour prendre des décisions en connaissance de cause de la donnée. Voilà, ça on vous en reparlera au congrès des maires. On vous montrera notre projet de plateforme de la donnée. Ah, c'était pas... Ah oui. Non, c'était pas encore, mais bientôt. Voilà, et donc là, on est dans la phase d'expérimentation et notre objectif, bien entendu, c'est de déployer, de mutualiser, hein, c'est notre raison d'être, mutualiser. On est un syndicat mixte ouvert, on est à votre service, on ne fait pas de bénéfices, on travaille pour vous. C'est de proposer des solutions et des services éthiques et responsables parce qu'il va falloir former les gens dans vos collectivités, il va falloir faire des chartes de l'IA, il va falloir faire tout ça. Donc acculturer, diffuser, sensibiliser, on vous proposera des offres. Et puis l'open data, j'en ai déjà parlé. Voilà. Donc ça, c'est notre première expérimentation. La deuxième expérimentation dont on voudrait vous parler, c'est la création d'un réseau de capteurs publics à l'échelle du département. Donc vous savez que les capteurs ils sont de moins en moins chers, de plus en plus petits. Hein. Là vous avez des capteurs de détection de présence, je pense, de distance, voilà, en ultrasons, ça, c'est ça, voilà, Monsieur Charbonnieras. Là vous avez des petits capteurs, mais vous en avez vu sur les stands. Hein. Ça c'est donc température, humidité, voilà, ça vaut 100 €. Il y en a même des moins chers à 40 €, etc. Donc, les capteurs, l'objectif, alors c'est quoi le capteur? Ça mesure une mesure physique, ça le traduit en signal électrique, et puis après, ça le convertit en numérique, des 1, des 0, et voilà. Mais l'intérêt, en fait, c'est que on va vous proposer de créer un réseau de données qui va permettre de remonter toutes ces données de capteurs et de remonter jusqu'à un portail territorial intelligent qui va vous permettre de visualiser ensuite les données des capteurs. Alors les capteurs qu'on veut tester, c'est des capteurs de crue par exemple, c'est des capteurs d'IRVE. On va travailler, du coup, on est très content parce qu'on va commencer cette expérimentation avec notre partenaire Territoire d'énergie pour tout ce qui est bâtiment dans certains secteurs et éclairage public. On va travailler aussi avec O47 pour remonter les données de télérelève pour le moment de certains compteurs d'eau. Voilà, mais ça peut être d'autres capteurs. Et ensuite, eh bien, on fait un appel parce qu'on va se déployer sur certaines zones dans un premier temps. On peut travailler avec des collectivités qui souhaitent mettre des capteurs de présence, des capteurs, des détecteurs de température, des détecteurs de CO2, etc., etc., et le voir en direct live sur leur plateforme qu'ils auront sur leur ordinateur.
Alors simplement pour vous montrer, parce que vous à un dixième de seconde, vous avez votre capteur dans une salle, vous avez votre capteur de crue sur la balise, et puis eh bien ça va vous indiquer qu'il va bientôt y avoir une problématique, et hop, immédiatement ça va remonter à un dixième de seconde sur Nérac ou je sais pas, ou la Vardac. Mais néanmoins, c'était quand même pour vous expliquer comment ça fonctionne tout ça. Vous avez voilà, c'est schématisé ici. Cette technique, ça fonctionne sur une technologie qu'on appelle le LoRaWAN. Voilà. Le LoRaWAN, c'est basé sur une technique de modulation LoRa. L'avantage, c'est que c'est très adapté au milieu rural. Voilà, donc on va poser des antennes sur tout le territoire qui parle le LoRa. Les petits capteurs, ils vont émettre en LoRa. Voilà. Pour couvrir le territoire, il en faudrait 500. Là, vous avez une antenne LoRa. Ça, c'est une antenne LoRa. Donc, c'est très petit, une antenne LoRa. Voilà, ça, c'est une gateway qu'on appelle LoRa, avec l'antenne ici. Il en faudrait, alors on ne va pas en poser 500 pour le moment, hein, puisqu'on est en expérimentation. Et puis, ça communique en LoRa. Ensuite, ça remonte effectivement au niveau du stockage. Il faut que les données soient stockées. Alors, on souhaite que ce soit stocké en France de manière souveraine, bien entendu. Et puis, il va y avoir un traitement de données. Et ensuite, eh bien, ça va aller sur une couche supérieure de restitution de données. Et éventuellement d'un portail territorial intelligent qu'on va vous présenter aujourd'hui. Dans cette expérimentation, j'ai cité au niveau des capteurs territoire d'énergie au 47, mais je remercie Olivier Charbonnieras d'être là parce qu'on va partir avec notre concessionnaire de fibres et celui qui la gère techniquement dans cette expérimentation au niveau du déploiement des antennes LoRa. Et donc, je cite donc NATHD et LFNA Action. Voilà. Simplement, et après je vous laisse la parole, le stockage des données, le traitement, on arrive sur des couches supérieures. Ça peut repartir sur des portails métiers parce que certaines données sont très sensibles, hein, notamment au niveau de NIS 2, la donnée de l'eau est reconnue comme essentielle, donc ça va être problématique. Mais nous, on compte vous montrer comment on peut aussi avoir un grand portail territorial de la donnée. Voilà, je veux simplement vous montrer, parce que j'aime bien montrer les choses. Je remercie. Alors, sachez que ces expérimentations ont lieu dans beaucoup de territoires. Là, je remercie Yann, qui est le directeur de Dorsal, qui m'a donné son compte pour vous montrer en direct live. Donc ça, c'est en direct. Vous avez les capteurs. Donc là, on est par exemple sur le capteur d'humidité de CO2. Donc on voit basiquement la température, l'humidité. On peut avoir aussi, par exemple, on change juste de capteur un coup. Ouais. Allez, pour leur montrer. Là, vous avez le stationnement intelligent aussi. Ça va détecter sur les arrêts minutes combien de temps c'est occupé, si c'est occupé. Voilà. Vous avez les compteurs d'eau aussi qui sont remontés ici. Température, humidité. Descendez là, voilà. Bon, c'est juste pour vous montrer, hein. Mais voilà. Donc ça, c'est une plateforme basique qui remonte que certains éléments. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon partenaire, voilà, qui va vous montrer un portail encore plus intelligent de traitement de la donnée. C'est Hexadone. Voilà. Merci Myriam. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fabien Moguen. Je travaille donc pour la société Hexadone. Je suis le responsable de la structure donc sur Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc, Myriam a abordé plusieurs fois ce thème de plateforme territoriale. Je pense que la data, il faut se mettre les choses au clair, ça a du sens au niveau d'un territoire. C'est parce que vous allez avoir des structures mutualisatrices comme LGNUM, comme le territoire d'énergie 47, etc., qui vont pouvoir porter différents sujets et travailler ensemble, qu'on va pouvoir en fait avoir à ce qu'on appelle donc des territoires intelligents. Tout ce qui est smart, etc. Tous les mots qu'on a entendus un petit peu à gauche, à droite. Mais pour que tout ça devienne réalité, il faut vraiment prendre la notion de territoire dans son ensemble. Donc Hexadone, c'est donc une start-up qui a été créée par la Banque des Territoires. Ils ont cherché un partenaire industriel à l'époque pour pouvoir porter cette notion de plateforme territoriale. Et c'est donc Orange qui a remporté le prix. Et donc c'est Orange et la Banque des Territoires donc, qui ont créé Hexadone donc, en février 2023. La donnée.
Donc, Myriam a parlé beaucoup d'open data. Moi, je vais vous parler de data de manière générale. Depuis la loi pour une république numérique donc du 7 octobre 2016, l'open data est une dimension, mais c'est la data dans son ensemble, parce que les remontées IoT, donc des internets, des objets connectés, c'est de la data. Toutes les données qui peuvent exister dans des outils métiers que vous avez, c'est de la data. Et en fait, c'est l'ensemble de ces données qu'il faut pouvoir arriver à récupérer, utiliser, et donc percevoir tout ça comme de la matière première. La donnée, c'est de la matière première. Et là, vous pouvez aller en termes de métaphore sur tous les métiers de l'artisanat. Quand la matière première est de qualité, c'est là qu'on va pouvoir faire des produits finis, des services de qualité derrière qui sont basés dessus. Aujourd'hui, en tant qu'institution locale, vous avez de plus en plus d'exigences sur des problématiques organisationnelles. Vous devez faire au moins autant qu'avant, sinon plus, avec tout autant, sinon moins, de capacités financières et d'ingénierie. Face à des problématiques, des enjeux de société, on va dire, notamment écologiques, qui sont de plus en plus importants. Et en fait, la donnée va être une réponse pour pouvoir justement affronter en fait toutes ces problématiques que vous rencontrez. Que ce soit donc déjà pour constituer un patrimoine de données, je parle bien de patrimoine. Il faut prendre la donnée comme un ensemble d'un capital actif, vivant, qu'on va pouvoir exploiter sous forme de patrimoine. Ça veut dire qu'un patrimoine, il faut en prendre soin, il faut l'entretenir. Derrière, maîtriser les coûts et les fonctionnements, parce qu'il y a énormément en fait, de choses à mettre en place en termes de valorisation. On parlera du décret Bax sur les bâtiments, etc. Il y a plein de choses à mettre en place pour véritablement prévoir en fait ce qui va se passer et aussi donc anticiper les coûts et faire des réductions sur les consommations énergétiques notamment. Moderniser l'action publique, je passerai assez brièvement dessus, mais il y a de l'automatisation de process qui peut être fait à partir par exemple de la dématérialisation d'un arrêté. Un arrêté préfectoral, un arrêté municipal, c'est de la donnée qu'il y a dedans. Et si on arrive à récupérer cette donnée, et derrière, on peut arriver sur toute une chaîne d'informations qui va permettre de prévenir en fait tout le monde. Vous fermez une rue pour travaux pendant 1 mois, ça veut dire que tout le monde pourra être informé de ce qui sera fait en termes de génie civil, tous les acteurs pour pouvoir mutualiser les coûts. Ça veut dire derrière que vos citoyens peuvent être informés. Mais c'est aussi le service déchets qui sera au courant que son camion ne pourra pas emprunter cette route. Ça veut dire aussi que toutes les applis de navigation, etc., qui au lieu de vous faire toujours revenir vers le même endroit pour pouvoir accéder à un endroit dans une ville que vous ne connaissez pas, sera au courant en fait, que cette rue est fermée et vous proposera directement, on va dire, un itinéraire qui prendra en compte le fait que cette rue est fermée. Et donc, la transition écologique, là, de toute façon, on attaque tous les sujets, les bornes IRVE, le bâtiment, l'éclairage public, etc. Donc, le moment est venu de libérer le plein potentiel de vos données territoriales. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets autour de la data qui ont été portés à travers différents territoires en France avec plus ou moins de succès. Je pense que sur toute une partie, en fait, il pouvait être urgent d'attendre et que le bon moment, je pense qu'aujourd'hui, on a réuni les conditions pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, les projets qui ont été lancés, ils ont souvent pas fonctionné au début, on a dû les reprendre. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Apprendre, recommencer. Et à chaque fois, donc, ça a coûté souvent plus d'argent que ce qui était prévu. Et on est souvent même resté au stade de l'expérimentation, parce que des élus, face à des sujets qui peuvent être complexes de ce style, etc., on ne peut pas toujours remettre la main au pot si tout n'a pas été prévu dès le départ. Et souvent aussi avec des initiatives, on va dire, dans le coin, en fait, mais ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, mais hors, en fait, justement, d'un regard et d'un spectre territorial où il est important de pouvoir y aller ensemble pour pouvoir mutualiser, on va dire, les coûts, mais aussi les résultats, les plus-values qu'il y a derrière la donnée. Et donc, bien souvent, en fait, ces sujets, s'ils n'ont pas été portés, c'est parce qu'il y avait un problème d'outillage et de gouvernance. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on peut apporter avec des sociétés comme Hexadon, c'est apporter l'outillage qui est nécessaire pour pouvoir porter ces projets et la gouvernance de la donnée qu'il peut y avoir derrière. Alors, comme on disait tout à l'heure, on parlait de patrimoine, le patrimoine de données, maîtrisé, souverain. Dans le cadre de l'expérimentation, il faut que j'accélère. Dans le cadre de l'expérimentation qu'on mène avec Lot-et-Garonne numérique, nous, donc c'est une solution en SaaS, c'est-à-dire que tout ce qui va être hébergé, c'est hébergé dans les serveurs d'Orange à Mangin, qui sont ultra sécurisés. Vous aurez la dernière slide là-dessus qui vous en parlera, mais en termes de niveau de sécurité, on est Secnum Cloud. On ne peut pas faire plus haut en France aujourd'hui en termes de sécurité. Donc là-dessus, l'investissement est bon. Pilotage opérationnel efficace des infrastructures. Oui, il faut pouvoir prendre aujourd'hui le contrôle à distance. Ça veut dire qu'à travers la solution d'hypervision qui va pouvoir
récupérer, on va dire, toutes les données et toutes les applications métiers qui ont déjà été développées. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas moi, 10 superviseurs, un sur l'éclairage public, un sur les bornes RVE, etc., à un moment, en tant qu'élu et décideur, ce n'est pas possible en fait d'avoir les informations sur tout. Et c'est là où la notion d'hypervision a du sens. Vous arrivez avec votre application, téléphone, sur peu importe en fait, ou via ordinateur, et derrière vous avez une carte avec tous les cas d'usage qui sont adressés. Vous avez vos points, vous avez vos systèmes d'alerte qui sont en place, vous avez du pilotage à distance, et en fait chacun, grâce à une gestion très fine en fait des droits utilisateurs, a le droit de voir ce qui le concerne, parce qu'on reste sur une notion de territoire. Donc chaque commune, si on est élu, si on est agent, en fonction du métier qu'on a, et donc chacun peut agir, voir ce qui le concerne en fonction de son poste et du territoire sur lequel il a des responsabilités, et tout en ayant un niveau stratégique plus important, par exemple au niveau de Lot-et-Garonne numérique, du territoire d'énergie 47. Aujourd'hui, les données, elles sont dispersées partout, c'est-à-dire qu'elles sont silotées pour 3 raisons. Le millefeuille territorial, l'organisation elle-même des administrations, c'est-à-dire que vous êtes organisé par métier au sein de vos collectivités. Et derrière les SI, en fait, les systèmes d'information, vous allez avoir plusieurs outils différents et variés d'une collectivité à l'autre, des fois d'un service à l'autre, avec des formats différents. Et en fait, le but d'Hexadone, c'est de pouvoir déjà récupérer toutes ces données. C'est là où on a une véritable puissance technologique, c'est qu'on n'a pas de limite en fait, à la récupération de ces données. Et derrière, en fait, de la rendre exploitable. C'est-à-dire qu'on va la monter en qualité pour qu'elle puisse justement être croisée, partagée, etc. Que ce soit des données métiers, des remontées des capteurs ou de la donnée open data, puisqu'aujourd'hui, on a quand même des institutions en France qui remontent de la donnée au niveau national qu'on peut récupérer, appliquer au local. Et c'est le jour où vous pouvez avoir, on va dire, le croisement entre tout ça, que vraiment on aura franchi un pas sur ce qu'on appelle les territoires intelligents. Vous avez des données de fréquentation des bâtiments. Vous avez des données issues de Météo France en fonction tout simplement du climat, du temps, des températures qu'il va faire. Vous avez des données de production de panneaux photovoltaïques. Et vous savez comment donc les bâtiments vont être fréquentés la journée avec la possibilité de contrôler le chauffage. Et bien à terme, on va pouvoir créer des algorithmes qui diront que du fait de la météo, on sait qu'il fait, je veux dire, entre -2, 8 degrés, peu importe, mais on va pouvoir s'adapter pour se dire quel effort énergétique il faut faire pour monter le gymnase qui, à 19 h, a l'équipe de handball qui vient, et que donc les 20 degrés nécessaires dans les vestiaires, par exemple, on pourra chauffer de 13h30 à 17 h, pendant que les panneaux photovoltaïques auront produit tout simplement, donc pour avoir une consommation énergétique à zéro. Ça, c'est vraiment ce qu'on pourra arriver à terme une fois que la donnée est de qualité, un petit peu partout, et qu'on peut arriver donc à développer les algorithmes qu'il y a autour. Et oui, donc voilà à quoi ça remonte. Donc là, je vais accélérer directement pour vous faire la démonstration. Donc ça, on va passer, je vais directement aller sur l'agent conversationnel, je pense. Voilà, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est ça. Ce qui est possible d'avoir aussi sur vos téléphones portables à terme. Voilà. Est-ce que Hexadone, la surcouche Hexadone avec toute l'IA qu'il y a derrière va vous permettre de faire, permet déjà de faire. Alors, normalement, il va falloir que je me reconnecte. Donc c'est un véritable portail Hexadone qui permet à la fois de remonter les données, à la fois de vous faire un tableau de bord de tous les capteurs que vous avez sur le territoire, mais pas que, qui va remonter aussi de l'open data, comme il parlait tout à l'heure, de la météo ou d'autres choses. Et en plus de ça, qu'il y a une surcouche qui va vous permettre de prendre des décisions avec un agent d'IA, par exemple. Donc là, il va vous montrer... Ouais. Là, il va vous montrer... ce qu'on peut faire comme requête. Vous avez des bâtiments, vous avez des capteurs, et vous vous dites, bon, mais ça me coûte cher. Par exemple, affiche-moi le tableau des 10 bâtiments les plus énergivores avec leurs coordonnées. Je veux qu'ils comprennent la consommation annuelle en kilowattheure, en euros dans une autre colonne, et enfin un coût au mètre carré. Voilà. Et là, c'est instantané. Là, c'est des données qui sont faites avec Guéret, donc c'est pas n'importe. Là, on est où? Sur Perpignan, on est là. Donc ça analyse en direct les données et ça va vous donner des tableaux de bord que vous allez. L'avantage aussi d'Hexadone, c'est que vous allez pouvoir aussi les positionner sur une cartographie. Voilà. Alors, soit on génère un graphique comme ici, où du coup il a mis en représentation
le fait qu'on lui a demandé, parce qu'en fait dans sa base de données, il connaît la surface des bâtiments, il connaît la consommation, et donc il peut faire un ratio au mètre carré, c'est ce que je lui ai demandé, pour pouvoir comparer ces bâtiments. Et derrière, bien sûr, pour rendre tout ça intelligible, je lui ai demandé de générer un graphique qui peut représenter tout simplement, qui peut représenter donc la commande, le tableau qui a été fait. Hop là. Et bien sûr, derrière, les autres éléments qui rendent la donnée intelligible pour tout le monde, pour pouvoir prendre des décisions et piloter ces politiques publiques, c'est aussi de pouvoir générer des cartographies. Et donc là, je lui ai demandé d'afficher en fait les données de ce graphique. Donc là, on est sur un... Je ne sais pas si j'ai appuyé. Non, affichez-moi les données au mètre carré dans un graphique en les ordonnant de manière croissante. J'ai pas mis la carte là Je ne vois pas en fait. Non. Affiche-moi les données. Là, on est en rouge. Donc on dépasse un peu, mais on est à votre disposition après pour les questions, parce que monsieur, il dit qu'on dépasse beaucoup. C'est parce qu'on nous a fait commencer en retard. Voilà, et donc là, la force aussi d'Hexadone, c'est ça, c'est de vous afficher géographiquement. Voilà, donc c'est des outils incroyables qui sont aujourd'hui au point. On lance une expérimentation sur le territoire, sur plusieurs, donc on va partir certainement sur Aiguillon, Tournon d'Agenais, on a défini ça avec TE47, O47, Viane, on est en train de le définir, mais l'objectif c'est vraiment d'essayer de le déployer sur le territoire. Le déploiement dans l'Aura, c'est pas très cher, si vous comparez à 80 millions d'euros pour 50 000 prises de fibres, le déploiement en lui-même d'un LoRa sur le département du Lot-et-Garonne, c'est aux alentours de 3 millions. C'est après au niveau du modèle économique en fonctionnement qu'il faut qu'on affine. Voilà, parce qu'il y a des coûts logiciels forcément derrière, etc. Mais ça vaut le coup, ça serait public, et pour respecter vos décrets bases, vos décrets tertiaires, et puis pour prendre des décisions tout simplement, et ben, ça serait super. Voilà, donc on se tient à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.